Hello les amis, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui nous projette bien en vacances, puisque c'est la réinvention du tourisme. Le nombre de touristes a fait x60 en 75 ans, tout son logiciel est à repenser, donc c'est vraiment fascinant. Alors déjà, comme je le disais, x60 depuis 1950. Alors on est passé de 25 millions à 1,5 milliard de touristes. Et ça pourrait même être 2,4 milliards en 2040. C'est une croissance qui est juste vertigineuse. Et en France, on est les numéros 1 mondiaux. 102 millions de touristes accueillis en France en 2025. C'est franchement une raison de plus pour être pionnier sur le renouveau du secteur. Alors, il y a 50 ans, il n'y avait pas de débat. Le tourisme, c'était uniquement positif. Aujourd'hui, on approche certaines limites très très rapidement. La première, c'est que 95% du tourisme mondial est concentré sur moins de 5% des terres émergées, selon l'OMT, qui est l'ONU du tourisme. Donc pendant que globalement 180 hôtels ruraux ferment chaque année en France, il y a 423 touristes par habitant sur la butte Montmartre par exemple. Ou alors il y a 1,5 million de touristes qui se rendent chaque année au sommet des falaises d'Étretat, ce qui accélère leur érosion. Pareil, le tourisme a aussi un énorme enjeu social. Si on regarde la chute de la population du centre historique de Venise entre 1951 et 2023, c'est assez hallucinant. Le centre historique est passé de 174 000 habitants à moins de 50 000. En fait, les habitants sont de plus en plus exclus de la grande majorité des régions touristiques à cause de l'explosion du coût du foncier. Et là, on parle de Venise, mais je pense que si tu penses à ta station balnéaire habituelle, c'est exactement la même chose. Bon, ça pique un peu tout ça, mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, alors on va rattraper un peu ce bébé. Parce qu'il y a un grand malentendu avec le tourisme. Le tourisme, c'est pas du tout négatif partout. Évidemment, il irrigue l'économie beaucoup plus qu'on ne le pense. Notamment, un point important, il y a 270 millions de travailleurs qui sont liés au tourisme dans le monde. C'est environ 8% de l'emploi mondial, c'est énorme. Un emploi sur 12. Et en fait, on pourrait se dire c'est les hôtels, c'est les guides touristiques. Mais non, pas seulement. Il y a 22,8% de la valeur ajoutée des restaurants français, par exemple, qui est directement liée au tourisme. 22,8%. Sans touristes, ton bistrot préféré pourrait mettre la clé sous la porte. Il y a 82% des visites à la Cité du Vin de Bordeaux qui sont des touristes. Donc sans touristes, ce chouette musée fermerait. 70% des visites de musées et monuments français, globalement, sont faites par des touristes. Alors, le tourisme ne fait pas fonctionner que les hôtels. Les tours opérateurs et les compagnies aériennes, il fait tourner les petits commerces partout. Même une piscine municipale qui vend des billets aux touristes quand il pleut, un boulanger qui vend des sandwichs aux randonneurs de passage. Enfin bref, t'as compris le principe. Alors, comment on fait pour renforcer l'impact positif du tourisme tout en réduisant ses effets négatifs? Gros challenge, mais challenge accepted. Donc je te propose qu'on commence par creuser d'où viennent précisément les dérives du tourisme, parce qu'on peut agir que si on comprend. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le tourisme, c'est un système qui a été conçu pour des millions et qui a été hérité par des milliards. On a multiplié le tourisme par 60 ou 75 ans, et ça s'est pas fait tout seul. Alors il y a 3 basculements massifs qui ont accéléré le tourisme. La première chose, c'est les congés payés. Avoir le temps de voyager, c'était réservé aux plus privilégiés et c'est devenu la norme de la classe moyenne. Le deuxième élément, c'est l'aviation. Le premier vol commercial vers New York, c'est 1958. Et aujourd'hui, le low cost, ça rend beaucoup de trajets moins cher que le train. Et puis le troisième, c'est l'industrialisation du voyage. Le Club Med, ça naît en 1950. Et donc ça démocratise le tout compris, on pense aux bronzés. Les chaînes hôtelières et les tours opérateurs ont complètement standardisé progressivement le voyage à très grande échelle. Résultat, 25 millions de voyageurs internationaux en 1950, 1,5 milliard aujourd'hui. Et le problème, quand on passe aussi vite à l'échelle, parce que c'est très rapide, c'est qu'il y a des dérives qui apparaissent. Alors la première dérive, c'est que l'argent nous ruisselle plus assez. On dit souvent le tourisme c'est super parce que ça fait vivre les territoires. Bon, on va creuser ça. Commençons par une bonne nouvelle. Le tourisme, c'est un des seuls secteurs qui transfère de la richesse de pays développés vers des pays en développement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Le problème, c'est que cette richesse, elle est très mal répartie.
Et tout ça, c'est à cause de 3 mécanismes hérités de l'industrialisation du voyage. Le premier, c'est la chaîne d'intermédiaires. Entre toi et ta chambre d'hôtel, il y a plusieurs acteurs qui prélèvent leur part, souvent avant que l'économie locale ne touche quoi que ce soit en fait. Alors la première intermédiaire, c'est les plateformes de réservation comme Booking, Expedia. Ils prennent 15 à 25% de commission. Et en Europe, elles captent 2/3 des réservations passées en ligne. C'est énorme. Les tours opérateurs aussi, donc ils achètent des vols, des chambres en gros volume et ils imposent forcément leurs conditions à des prestataires locaux qui n'ont pas vraiment le pouvoir de négo, quoi. Et le troisième intermédiaire, c'est les grandes chaînes. Accor, Marriott, Hilton. En fait, ils sont passés en mode asset light, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils possèdent souvent plus les murs des hôtels qui ont été vendus à des investisseurs souvent étrangers. Et puis, la plupart de ces investisseurs étrangers, en fait, ils investissent de loin, ils sont sans lien réel avec les territoires. Donc, c'est encore une fois de l'argent qui est plus sur les territoires. Alors, le résultat, ça tient dans un chiffre. Sur 100 € dépensés par un touriste dans les petites économies touristiques du Sud, exemple de l'Indonésie, t'as quand même 70 à 85 € qui ne restent pas dans le pays. Pour la moyenne des pays en développement, la fuite tombe plutôt à 40-50 €. Mais c'est énorme. Et alors, je ne sais pas si tu sais quel pays a le plus profité du tourisme par habitant depuis 25 ans. C'est assez marrant. D'après les chiffres de l'ONU du tourisme, c'est le Luxembourg. Parce que le Grand-Duché du Luxembourg, qui n'est pas connu pour ses plages de sable fin, il est à la fois proche des sièges des plus grands tours opérateurs mondiaux et c'est un paradis fiscal qui accueille les plus grands acteurs du tourisme. Alors l'argent ne ruisselle pas assez à cause d'intermédiaires devenus géants, ok, mais c'est pas le seul problème. Le deuxième mécanisme, donc de cette dérive qui fait que l'argent ne ruisselle pas assez, c'est le tout inclus. Depuis le Club Med des années 50, beaucoup ont adopté le forfait unique. Pension complète, animation, tout est compris. Tu connais évidemment le modèle. En Tunisie, le tout inclus, ça représente quand même 80% des séjours vendus par les tours opérateurs. Alors c'est super confortable pour le voyageur, il n'y a plus rien à penser, t'as plus de CB à sortir, mais tout ça, ça pose quand même un vrai problème. C'est qu'en réduisant les dépenses en dehors de l'hôtel, on assèche les retombées pour les territoires. Alors tu me diras, l'hôtel travaille forcément avec des acteurs locaux, non ? En partie, mais pas tant que ça. Prenons l'exemple de Fethi, en Turquie. Dans les resorts tout inclus là-bas, il y a seulement 10% des recettes qui profitent à l'économie locale. En fait, un touriste peut passer une semaine sur place sans qu'un seul euro n'atterrisse chez un producteur, un artisan ou un restaurateur du coin. On peut se demander comment ça se fait, mais c'est pas uniquement un caprice de gros hôteliers. Imagine la complexité que ça doit être d'approvisionner un énorme club. Il faut des volumes, une régularité. Et en fait, ces petits fournisseurs locaux peuvent souvent pas fournir ça. Donc, ils s'approvisionnent auprès d'énormes acteurs de, par exemple, l'agroalimentaire internationaux. Et alors, il y a un dernier exemple qui montre vraiment le problème du ruissellement du tourisme sur les territoires aujourd'hui. Et ce troisième mécanisme, c'est le salaire des saisonniers. Le tourisme, ça crée de l'emploi, c'est vrai, mais dans quelles conditions ? En France, il y a 77,6% des saisonniers qui gagnaient moins de 12 440 € par an en 2017. La rémunération moyenne est proche du SMIC et il n'y a pas de prime de précarité. Donc en fait, on peut se demander comment s'étonner ensuite que ça soit difficile de recruter des saisonniers. Noémie Monpeilly, qui était la directrice adjointe de l'Office du tourisme du Mont-Saint-Michel en 2022, disait sur la crise du recrutement des saisonniers, on paye les 30 dernières années de très mauvaises conditions de travail. Alors, après cette dérive de ruissellement de l'argent sur les territoires, il y a une deuxième dérive qui est que les algos concentrent les flux. Avant, on partait avec une carte IGN et on se retrouvait tout seul. Bon, j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs de cette période, mais ensuite on est aussi tous partis avec par exemple le Routard, ça je m'en souviens très bien. On se plaignait quand même un peu déjà de se retrouver uniquement avec des Français dans les mêmes restos. Les agences de voyage ont commencé en parallèle à distribuer des catalogues, à nous concentrer dans les mêmes destinations. Et aujourd'hui, on a continué à tirer le trait, et ce avec les algorithmes et Internet, on a une influence énorme de ces algorithmes, peu importe la technologie, le principe est toujours le même. Plus un lieu cumule like, avis, mentions, plus tu as de chances de retomber dessus en fait. Donc les contenus touristiques ont bondi d'environ 410% sur TikTok entre 2021 et 2025. Et la moitié des voyageurs sur toute la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique aujourd'hui disent avoir utilisé l'IA pour préparer un voyage. Bon, la conséquence, c'est que
tout le monde se sert comme des sardines sur une poignée de destinations virales. Et en dehors du fait que c'est quand même bien moins agréable d'être agglutinés les uns sur les autres, il y a un autre problème qui est massif. Prenons l'exemple de Santorin, qui accueille 3,4 millions de visiteurs par an. C'était le chiffre de 2024. Ça fait 107 visiteurs pour 100 habitants en haute saison. Ça pose d'énormes problèmes de ressources en eau, par exemple, et le gouvernement grec a même fini par suspendre les permis de construire en 2024. Deuxième destination, l'Islande, ils sont passés de 488 000 à 2,3 millions de touristes en moins de 10 ans. Et ça, c'est surtout à cause d'un déferlement de photos du Blue Lagoon sur Instagram. Dernier exemple là-dessus, les Calanques de Marseille qui reçoivent 3 millions de visiteurs par an. C'est énorme. Donc face à tout ça, en fait, plus personne ne peut parier sur l'autorégulation du marché. On l'a vu, ça marche pas. Du coup, il y a 2 réponses publiques qui émergent. La première, c'est la jauge. Par exemple, à Sugiton dans les Calanques, c'est désormais plafonné à 400 visiteurs par jour, donc la fréquentation a été divisée par 7. Et l'objectif, c'est de laisser l'érosion ralentir, la végétation repousser. Et ça se multiplie, de Dubrovnik au Machu Picchu, en passant par l'île de Bréa. En fait, les sites emblématiques se mettent à ces notions de jauge. La deuxième option, pour les services publics, c'est la taxe d'entrée. Donc Venise fait payer les visiteurs à la journée depuis 2024, 5 à 10 euros depuis 2025, 10 euros en cas de réservation tardive. Et la Nouvelle-Zélande, le Bhoutan exigent une redevance avant même le décollage. Ça permet de financer beaucoup d'actions sur les territoires. Mais la concentration, en fait, ça ne sature pas que les paysages. C'est aussi un énorme poids pour ceux qui vivent là-bas toute l'année. Il y a 3 points dont je voulais te parler là-dessus. Le premier, c'est le logement. À Barcelone, les loyers ont grimpé de 68% en 10 ans. La ville a décidé en 2024 de ne pas renouveler les 10 101 licences de meublés touristiques, donc elles s'éteindront toutes en 2028. Et c'était d'ailleurs le thème de notre plongeoir live sur l'immobilier événement qu'on a organisé à la Trinité, parce qu'on vit la même problématique dans le Morbihan et on la vit dans la plupart des régions touristiques. Les locaux sont malheureusement exclus du paysage. Le deuxième point, c'est le coût de la vie. Un touriste européen en Thaïlande, ça dispose d'un pouvoir d'achat sans commune mesure avec celui d'un habitant. Sa seule présence tire les prix vers le haut et rend les services moins accessibles à ceux qui vivent sur place. Et ça a été prouvé. Et le troisième point, c'est la touristification. Donc il y a des petits commerces qui cèdent la place aux boutiques de souvenirs, aux cafés uniformisés. Il y a des centres-villes qui perdent leur visage. Partout de la Butte Montmartre aux îles Canaries, il y a des collectifs d'habitants qui se battent contre ces effets. Alors, on va arrêter d'être négatif. Il faut réduire la concentration du tourisme. C'est un super défi à relever. Comme disait une fameuse pub, et si le luxe c'était l'espace, il faut redonner envie d'aller dans des territoires peu visités, qui sont magnifiques. Il y a plein de choses à construire pour éviter de voir ce truc uniquement négatif et plutôt rétablir l'équilibre et redonner envie aux gens d'aller dans des lieux qui sont beaucoup moins visités aujourd'hui. Il y a un exemple que j'aime bien qui vient de se lancer qui s'appelle Villageois. Et leur objectif, c'est de faire redécouvrir des villages oubliés. Donc ils viennent acheter des hôtels dans des villages un peu paumés qui sont magnifiques. Ils les transforment, ces hôtels, pour en faire des lieux iconiques. Et ils redonnent finalement la capacité pour ce village de redevenir une destination. Je trouve ça assez génial. Et alors la troisième dérive du tourisme, après le fait que l'argent ne ruisselle plus assez et puis que les algos, etc. concentrent les flux au même endroit, c'est qu'il y a des prix qui faussent complètement les choix. En fait, on va commencer par parler des prix de l'avion. Tu as sûrement déjà vu un Paris-Lisbonne en avion coûter 2 fois moins cher que le même trajet en train. Et c'est pas un hasard de marché, c'est le fruit d'une décision politique qui est vieille de 80 ans. À l'origine, il y a la Convention de Chicago de 1944. Et son article 24 exonère alors de taxes le carburant déjà à bord des avions. En fait, l'objectif à ce moment-là, c'était de stimuler l'aviation. Et alors 2 ans plus tard, tout ça prend encore beaucoup plus d'ampleur puisqu'il y a l'accord des Bermudes qui est signé entre les États-Unis et le Royaume-Uni et qui devient un espèce de modèle d'accord bilatéral. En fait, il étend cette exonération et cette exonération, elle sera recopiée dans 3000 à 4000 accords à travers le monde. Et l'objectif, c'est justement de faire décoller le secteur naissant de l'aviation commerciale entre tous ces pays, relier un monde fragmenté par la guerre à ce moment-là. En fait, l'idée était très maligne à l'époque.
Le problème, c'est que cette règle n'a jamais bougé. On est vraiment dans ce truc de conçu pour des millions, hérité par des milliards. Le secteur a totalement changé d'échelle. Et aujourd'hui, on fait plus décoller quoi que ce soit aujourd'hui, à part les avions. Et elle maintient artificiellement bas le prix d'un moyen de transport qui est plus polluant que les autres. Et pendant ce temps-là, le train vit avec des péages ferroviaires élevés qui représentent plus de la moitié du coût d'un Paris-Barcelone. Alors le résultat, c'est assez fou. En Europe, le train coûte environ 2 fois plus cher que l'avion, alors qu'il émet jusqu'à 80 fois moins de CO2 pour la société. Donc cette distorsion, elle nourrit directement le surtourisme, puisque le low cost rend certaines destinations si accessibles que leur fréquentation s'emballe. Donc c'est vraiment, tout est lié. Bon, alors je te propose de plonger maintenant dans ceux qui transforment le système. Il y a plein d'inspirations hyper intéressantes. Je pourrais évidemment pas tout te couvrir ici, mais on va raconter quelques exemples. Alors le premier axe, c'est de remettre les mobilités douces au centre. On vient de parler de l'avion. Donc typiquement, Fairtrotter, c'est une agence de voyage bas carbone pour les particuliers, les collectivités, les entreprises. Donc, qui propose pas d'avion, pas de voiture, uniquement des prestataires engagés, locaux, etc. Et tu peux faire des super voyages comme ça. Une deuxième boîte que j'aime bien, c'est Chemin. En fait, ils organisent des voyages, des séminaires sur mesure avec des vélos électriques, toujours au départ d'une gare. C'est en pleine expansion. Il y a 6 nouveaux territoires qui ont été ouverts en 2026. Voilà, il y a plein de projets qui naissent. Il y en a un en Bretagne, par exemple, qui est vraiment tout nouveau, qui est uniquement encore au stade de projet. Mais ils veulent créer le premier réseau d'auberges collectives pour traverser une région à pied et à vélo. Un peu comme, tu sais, les refuges que tu as en montagne, où tu vas dormir dans des refuges et t'enchaînes comme ça tous les jours. Et c'est de faire ça sur le littoral avec des GR, où tu peux comme ça dormir dans des escales littorales. Ça s'appellerait Cairn. Voilà, il y a plein d'autres exemples. Sailcop, transport de passagers à la voile. Pegasus Train, j'adore. Ils te permettent de, par exemple, faire rouler le Travel Ski Night Express entre Paris et les Alpes en hiver. T'as Loki qui permet de démocratiser le vélo en location. Voilà, il y a beaucoup d'autres acteurs sur la transition des mobilités. Ensuite, deuxième axe, c'est d'accélérer la transition des acteurs existants. Parce que quand même, en France, on est le leader du tourisme aujourd'hui dans le monde. Donc, il y a quand même un vrai axe important à transformer les acteurs existants. Alors, il y a une boîte qui s'appelle Fairmove Solutions, qui a pris le pari justement d'accompagner les acteurs déjà là, qui est hyper forte. Et puis après, il y a plein d'autres solutions. Sur les saisonniers, tu as par exemple Oh My Season, Saisonnier bien logé, ou Topla, qui sont des solutions pour permettre le logement des saisonniers qui n'auraient pas les moyens de se loger. Un axe ensuite, super intéressant aussi, c'est la redistribution de la valeur. Il y a Gringo, qui est une super boîte, qui s'est construite comme l'alternative française à Booking et Airbnb. Donc ils ont une commission de 14% contre 15 à 25% ailleurs, et ils ne sélectionnent que des hébergements avec des critères hyper éco-responsables, un filtre pour dénicher des logements à moins de 10 km d'une gare. Voilà, il y a déjà 13 000 hébergeurs. Et alors, le deuxième acteur très connu sur la redistribution de la valeur, c'est Home Exchange, puisqu'ils permettent d'échanger une maison plutôt que de verser une commission à qui que ce soit. Donc, une famille qui vit à l'année dans un village hors des sentiers battus peut te proposer sa maison contre ton appartement. Les stats sont formels, les membres Home Exchange dépensent en plus beaucoup plus sur place, parce qu'ils ne dépensent pas dans leur logement. Alors un sujet que j'adore aussi, c'est utiliser le tourisme pour régénérer les territoires. Le tourisme, c'est une force énorme de création de valeur, donc autant l'utiliser. Je t'ai parlé de Villageois déjà, qui rouvre des petits hôtels au cœur des plus beaux villages de France. C'est un projet canon. Mais tu as plein de modèles qui sont régénératifs. Il y a un modèle comme par exemple Coco Lodge qui installe des tiny house clés en main chez des agriculteurs partenaires. Coralie qui en a déjà accompagné plus de 40 avec une centaine visées d'ici 2028. De quoi mettre justement un peu de beurre dans les épinards pour ces agriculteurs. Un autre exemple que j'adore aussi, c'est les volets ouverts. C'était une asso qui était là à notre plongeoir live immobilier. Et en fait, ils s'attaquent à un symptôme direct de la gentrification touristique. À Carnac et à la Trinité, il y a plus de 70% des logements qui sont des résidences secondaires vides 11 mois sur 12. Et pendant ce temps-là, il y a
des actifs qui font tourner la station qui trouvent pas où se loger. Donc l'association met en relation les propriétaires qui ont envie de se faire vivre leur territoire, les locaux qui l'habitent le reste de l'année, pour que justement ces maisons puissent accueillir des locaux pendant les 11 mois où la maison est vide. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'après un an pendant lequel la famille a été dans ce logement pendant 11 mois par exemple, et souvent elle trouve une autre solution plus pérenne où elle peut rester toute l'année. Hyper intéressant. Alors il y a ensuite un moyen aussi intéressant qui est de désengorger les lieux saturés. Il y a des solutions qui existent, des technologies. Il y a une boîte qui s'appelle Affluence, il y a une boîte qui s'appelle Murmuration. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont croiser des données, des images de satellites, des données de flux pour justement mesurer le trafic sur des territoires et accompagner les collectivités ou les acteurs privés pour justement réorienter ce trafic. Et puis, dernier axe, en fait, c'est de rendre le tourisme local désirable. Les vacances, c'est un super format à la fois d'éducation et de plaisir. Et c'est le moment où on est le plus curieux, le plus dispo, le plus prêt à changer de rythme. Donc, en fait, une semaine dans une ferme ou un itinéraire à vélo dans un coin insoupçonné, ça peut vraiment faire changer les imaginaires. Et c'est beaucoup plus puissant qu'un discours moralisateur sur l'empreinte carbone, par exemple. Donc, j'adore par exemple Bon Air Club. Ils viennent d'ouvrir le 10 juillet et c'est un lieu qui est magique en pleine forêt, en pleine nature, avec des grandes cabanes en bois magnifiques où on peut venir passer du bon temps et où on peut partager notre passion de l'outdoor, du sport, de la nature avec nos enfants, des chemins de trail, des locations de vélos hyper simples, etc. Donc, j'ai honnêtement hâte d'y aller avec les enfants. Il y a aussi des médias évidemment comme Leothers ou Chiloé qui sont vraiment canons pour justement donner envie de partir à l'aventure et à la micro-aventure autour de chez soi. J'écoute notamment beaucoup le podcast Les Baladeurs qui est créé par le média Leothers et qui est vraiment super inspirant. Voilà, c'est terminé pour cette newsletter. N'hésite pas à aller la voir sur leplongeoir.club si tu veux retrouver toutes les études, tous les liens, etc. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésite pas à le partager, c'est comme ça que le plongeoir grandit. Merci beaucoup.